Je ne vais pas parler beaucoup du feed parce que ça a été déjà dit et puis parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Donc je travaille à l'INRA et dans l'unité de Michaelis. Et dans cette unité, on s'intéresse beaucoup à donc, la microbiologie en relation à l'alimentation humaine. Donc la microbiote et les bactéries en général font partie de notre quotidien. Donc il est important juste pour la notion de se dire qu'il y a des bactéries qui font partie de notre nourriture. Donc on a la fermentation des aliments type de yaourt, etc. Pour les rumen, les bactéries font partie de leur transformation des celluloses. Donc on voit que les bovins d'autres, ils en ont besoin. Le microbiote est donc certainement très important aussi pour les invertébrés comme les chenilles. Pour l'homme, il y a des études très, très poussées actuellement sur le rôle de microbiote humaine, notamment le microbiote intestinal. Il y a beaucoup d'études là-dessus. Il y a de plus en plus de résultats qui montrent que cet organe, deuxième organe de notre corps, a un rôle important pour notre santé. Et un autre point de vue au niveau des bactéries, surtout, parce qu'il n'y a pas que des bactéries au niveau microbiote, mais bon, je parlerai principalement des bactéries, c'est qu'on sait qu'il y a possible de transférer des gènes entre des bactéries qui habitent l'intestin, qui peuvent venir avec la nourriture, etc. Donc, dans ce contexte-là, qu'est-ce qu'on sait sur les bactéries quel rôle ils ont et comment ils font partie de notre vie. L'exemple ici, c'est aussi pris par la littérature, il montre vraiment l'importance. On parle même que les animaux sont dans le monde des bactéries. Et pourquoi on dit ça? Parce que les bactéries, certaines, beaucoup d'espèces évidemment, mais ils nous donnent des produits dont on a besoin. Donc ils peuvent transformer certains aliments en acides aminés assimilables. Et ils peuvent aider, notamment certains insectes, de transformer des substances qui n'étaient pas possibles s'ils n'étaient pas là. Et on voit que beaucoup d'odeurs et d'autres des volatiles sont dus à la présence des bactéries. Donc là, il faut retenir que les insectes, il y en a qui sont produits de façon acénique, mais dans les élevages naturels, ils sont associés, il y a plein de micro-organismes associés aux insectes. Donc ces micro-organismes, ça peut être des champignons, des bactéries, des virus ou même des plus grandes comme les amibes. Les bactéries peuvent être symbiontes, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment nécessaires pour la survie des espèces d'insectes. Ils sont des fois intracellulaires et des fois ils sont extracellulaires. Ils sont amenés souvent par les œufs. Dans l'élevage d'insectes, il faut donc se poser des questions par rapport à leur rôle comme contamination et la santé des insectes et aussi pour la possibilité de transférer des pathogènes, si c'est le cas, entre la nourriture vis-à-vis des vertébrés, ce qui déjà étudié et jusque maintenant il n'y a pas eu de problème à ce sujet. Et on peut aussi parler des bactéries comme des probiotiques. Et ça, il y a déjà eu des notions là-dessus tout à l'heure. Et je vais en parler aussi. Alors, comme on a dit tout ce matin, on ne peut pas dire les insectes. On dit les insectes, mais évidemment, il y a des millions d'espèces. Et quand on parle de bactéries associées à donc le microbiote associé aux insectes, ils peuvent aussi varier selon les insectes en question. Et on voit un peu sur cette diapositive que même, donc là c'est une figure qui montre l'intestin d'une chenille de Lepidoptère, Spirotheroptera littoralis, et on voit qu'il est composé de différentes sections. Et donc chaque section, il y a des différentes
différentes parties. Et donc, il y a des différentes bactéries qui sont présentes selon la partie de l'intestin. Donc, on sait, on sait que c'est différent, donc c'est localisé, tout comme pour l'homme et d'autres animaux. Donc, même s'ils sont tout petits, ils sont aussi spécialisés. Il y a des études, une publication très récente qui porte sur des analyses sur des chenilles analysées sur le terrain en Amérique du Sud. Il s'agit d'une grande étude d'une centaine d'espèces. Et les auteurs, ils présument, enfin ils le mettent comme hypothèse, que beaucoup de bactéries trouvées associées à ces lépidoptères seraient plutôt des reflets de l'alimentation et qu'il n'y aurait pas vraiment de microbiote propre aux chenilles. Ça, c'est un autre exemple qui montre, donc on a fait une analyse de la présence des bactéries, mais à différents stades de l'évolution de Spodoroptera littoralis. Et on voit aussi que selon le stade, si ce n'est pas dû à la nourriture, il y a une variation dans la composition du microbiote. Donc il y a des bactéries qui sont, Enterococcus, qui sont très nombreux. Il y a différentes espèces, ils sont des grammes positifs, il y a quelques grammes négatifs. Mais il y a beaucoup de grammes positifs apparemment dans cette espèce. Là, c'est un exemple de Tenebrio molitor. Et donc, ça, c'est une analyse de la littérature où il y a eu un séquençage approfondi de recherche des gènes qui codent. On dit que c'est un séquençage de CSS ribosomique qui permet d'identifier les différentes espèces de bactéries qui se trouvent. Donc, avec ces couleurs différentes, vous voyez que le rouge qui correspond à des entérobactères, il y en a un certain nombre. Des bleus, des spiroplasmes, on en trouve beaucoup dans certains élevages et pas dans d'autres. Donc, à partir de là, on peut dire que soit c'est vraiment parce que les lignées des Tenebro analysés, ils viennent de différents endroits, ils ont mangé d'autres différents aliments et ils sont donc leur composition est un reflet de dans les nutriments ils vivent et une partie, au moins les spigoplastes, apparemment, ils sont souvent associés à Tenebrio molitor. Ça, c'est un exemple de Galleria mellonella. C'est un travail au laboratoire où on utilise Galleria mellonella comme un modèle d'infection pour analyser le pathogénèse de Bacillus thuringiensis. C'est vraiment des études préliminaires, mais on voit ici aussi sur un des séquençages CSS que pareil, on a beaucoup d'Enterococcus, donc Faecalis et Faecalis monti et Gallerium, qui est vraiment la majorité de la population de microbiote. Et ici, c'est juste pour montrer. Donc là, on a des bacilles, on a infecté Galleria avec, et là, c'est les entérocoques. Donc, encore, les entérocoques type Monti est présent, donc au moins chez les Lepidoptères. Ça, c'est pour vous montrer une petite étude aussi, qui ont cherché à savoir si c'était possible de voir une modification du microbiote suite à une infection ou suite à un traitement antibiotique ou en changeant de la nourriture. Bon, là, c'est pas évident de voir les différences, mais on a été... donc ça, c'est pas qPCR, c'est-à-dire c'est une méthode qui permet de détecter de façon quantitative une modification de présence de certains genres. Ça dépend des amorces qu'on utilise. Mais on voit qu'il y a une différence au niveau quand on met Bacillus thuringiensis, évidemment il y a Bacillus thuringiensis présente. Il y a apparemment une population qui montre qu'on n'avait pas vu avant. Les antibiotiques, on ne le voit pas très bien ici, mais il y a quand même une modification sur certaines espèces. On a vu ça en séquençage. Et pour la nourriture, on n'a pas vu trop de différence. Mais avec cette méthode, on peut donc estimer l'influence de nutriments, des infections, le comportement sur le microbiote. Ici, c'est un exemple de la littérature où justement Enterococcus mundi, qui
semble être prévalente dans beaucoup d'espèces d'insectes. Le premier exemple montre qu'on a essayé de prendre une Enterococcus mundi de Ephestia et on l'a mis dans la nourriture du Tripolium. Et on a observé sur cet exemple si la présence de mundi avait un rôle sur la survie de l'insecte si on l'infectait avec Bacillus thuringiensis. Donc avec la ligne, les traits noirs, c'est donc les larves qui sont infectées où il n'y a pas de contrôle, enfin, il n'y a pas de compétition, enfin, il n'y a pas de présence de mundi. Et ça, c'est mundi seul. Et ici, on a des surnageants d'une culture du mundi. Et on voit pour les cas où il y a du mundi impliqué qu'apparemment, les larves y survivent mieux. Donc, on sous-entend que l'Enterococcus mundi est en effet probiotique ou protectrice vis-à-vis de l'infection. Un autre exemple ici, c'était une questionnement sur le rôle de mundi sur aussi la protection contre une infection et la présence des Staphylococcus et des Enterobactères pendant les étapes d'évolution, enfin des métamorphoses de Gallaria. Et ici, il était possible de travailler avec mundi pour lesquels ils ont enlevé un gène qui code pour une bactéricine. Et si on compare la souche avec la bactéricine et la souche sans la bactéricine, on voit bien qu'il y a une différence dans la capacité de la présence des entérocoques. Donc ça veut dire que et puis l'augmentation de la présence des staphylocoques, elle monte. Donc si on n'a pas la mundicine, la bactéricine, on a la protection est absente. Ça, c'est un exemple aussi qui montre comment les bactéries sont importantes pour l'élevage le succès de l'élevage de Hermesia. En effet, il y a deux études. Il y en a une qui rapporte sur le fait que de mélanger dans les déchets de manure, je ne sais pas comment on appelle ça en français, je ne me rappelle plus, avec le subtilis, Bacillus subtilis, ça aurait augmenté la production et la survie, la vitesse de croissance de Hermesia. Apparemment, dans l'étude faite, ils sont aperçus que les bactéries qui sont associées aux œufs des pontes de Hermesia sont très importantes par rapport à l'opposition de l'envie de pouvoir, leur présence dans le médium, dans le substrat, permet une meilleure attraction des femelles et donc une meilleure ponte dans le substrat. Comme la mouche soldat est une très bonne transformateur de nutriments, enfin des déchets, aussi parce qu'elle est capable de détruire et vraiment grâce à des bactéricides, les peptides antimicrobiens, il détruit un grand nombre de bactéries qui se trouvent dans la nourriture, enfin dans le milieu, et de ce fait, elle a vraiment un effet de nettoyeur, de dépollueur du substrat. Donc, des petites conclusions. Donc, il faut toujours penser, quand on a, quels que soient les aliments, qu'on a les bactéries ou les champignons, les virus et d'autres, ils sont là et ils ont leur importance. Il est important donc pour chaque insecte et pour chaque produit, qu'on ait tous les aliments nécessaires, de mieux connaître le produit, le substrat, et puis bien sûr aussi à connaître les bactéries ou d'autres qui sont associées à l'insecte.
Il est important, comme Yann l'a dit, d'identifier les pathogènes s'il y en a et de pouvoir être capable de déterminer si ces pathogènes, que ce soit virus, bactéries, champignons, lesquels ils sont, est-ce qu'ils sont importants, est-ce qu'ils vont se développer plus vite, ou est-ce qu'on a moyen de les contrôler. Un autre point qui est important, je trouve, au niveau de l'élevage d'insectes par rapport à d'autres élevages comparés aux aquacultures, où c'est déjà été mentionné, où souvent on a besoin d'antibiotiques. Et dans l'effet de l'élevage d'insectes, il faut vraiment essayer d'éviter l'utilisation des antibiotiques. Et évidemment, il semblerait que les bactéries associées aux insectes, que ce soit des lactobacilles ou des entérocoques ou Gogordinia, ils ont vraiment un rôle protectrice. Et puis, c'est important de faire des recherches sur la synergie entre ces différentes probiotiques et pour éviter aussi pour savoir comment ils fonctionnent ou comment ils réagissent avec les pathogènes. Dans le sein de Micalis, il y a différents groupes, différentes équipes. Dans notre équipe de génétique microbienne et environnement, on s'intéresse donc aux pathogènes d'insectes, surtout au niveau bactéries. On est capable on aimerait donc travailler plus sur la microbiote et ses interactions. Donc si ça peut intéresser l'industrie ou d'autres, on aimerait bien faire des collaborations. Et donc on pourrait aussi aider, comme dans le consortium avec le groupe européen, de pouvoir aider à détecter des pathogènes dans les élevages. Il y a aussi des équipes qui travaillent sur les microbiotes des hommes et d'autres animaux, sur ces réactions allergéniques et même sur des questions sur le rôle entre les nutriments et l'intestin et le cerveau. Et dans ce cas-là aussi, ce serait important peut-être de voir si des protéines, des aliments à base d'insectes, est-ce que il y a une composition qui peut être intéressante par rapport à différente et intéressante par rapport à ce rôle de microbiote chez l'homme. Donc, juste pour finir, une partie de mon travail, notre travail au laboratoire, a été financé par le programme Glow Foods d'INRA et de CIRAD, et donc en collaboration aussi avec la société Insect. Et sur la partie Galeria et son microbiote, ça fait partie d'un petit travail au niveau de Micalis même, et c'est une étude où il y a eu des étudiants qui ont participé à ce travail. Et donc, on va essayer d'explorer ça davantage. Voilà, je vous remercie pour l'attention. Question? Oui. Oui, est-ce que vous avez des informations ou des publications qui montrent l'intérêt d'utiliser les farines d'insectes dans le contexte d'un effet probiotique, ou est-ce que vous pensez que les larves devraient rester vivantes pour avoir un véritable effet dans l'alimentation animale? Donc là, vous pensez les probiotiques par rapport aux animaux qui vont manger le... Bon, ça, je ne sais pas. Peut-être qu'il y en a ceux qui travaillent sur le désirable, peut-être qu'il y a une idée sur le... Mais bon, je pense vraiment que oui, la question, c'est est-ce qu'il faut garder... Est-ce que les probiotiques qui sont associés aux insectes, ces bactéries qui sont donc mortes, si on les traite, parce qu'on va éliminer aussi les pathogènes, est-ce qu'ils vont jouer un rôle de stimulateur, par exemple, de l'immunité? C'est possible, mais je n'ai pas vu de papier sur ça, non.